Bonjour à toutes et à tous. Je me présente tout d'abord, Michel Gilbert-Béini. Je suis le secrétaire de la section PS Paris 12e et j'ai le grand plaisir d'animer cette réunion ce soir. Cette nouvelle édition des lundis de la Fédé qui ont pour vocation de discuter ensemble de sujets qui sont au centre de l'actualité, mais aussi au cœur de la réflexion et des combats des socialistes. Au centre de l'actualité, puisque, comme le dit Catherine Sabat, qui est déléguée générale à l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement et qui devrait nous rejoindre ou nous a peut-être déjà rejoint, les confinements ont replacé le logement à sa juste place, centrale dans la vie de chacune et chacun, et sa qualité s'est révélée être une composante importante de la vivabilité des confinements. Et c'est aussi devenu une donnée encore plus importante pour l'ensemble des acteurs du logement. Pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Emmanuel Cos. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Eh bien, bienvenue parmi nous. Nous avons donc le plaisir de t'accueillir autour d'un thème qui nous est cher, à savoir quelle politique du logement nous pouvons mettre en place pour préserver la mixité sociale. Emmanuel, on ne te présente plus, mais tu es actuellement présidente de l'Union sociale pour l'habitat, l'USH. Tu es ancienne ministre du logement et de l'habitat durable. Si tu en es d'accord, je vais te rappeler les règles du jeu ce soir. On te propose d'intervenir une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, avant de laisser la parole à la salle. Pour intervenir, chers camarades, il suffit de lever la main. Pour lever la main, il y a un bouton prévu à cet effet, en bas à droite de la colonne participants. Voilà, si tu en es d'accord, Emmanuel, je te laisse tout de suite la parole afin qu'on puisse prolonger les débats le plus longuement possible. Et je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Alors, tu m'as donné 20-25 minutes. Oui. Je vais pas rentrer dans des trucs très techniques et d'expertise, hein. Je vous le dis parce que je me suis dit qu'on était face à un public de gens qui n'ont pas tous les mêmes connaissances sur le logement. Donc, mon idée, c'est plutôt de dresser des grandes idées. Bon, par ailleurs, j'ai vu dans le public quelques vrais experts, encore plus experts que moi, donc ils pourront dire les bons chiffres qu'il faut, mais là, je voulais essayer plutôt de répondre d'un point de vue politique à ce que tu dis. Alors, quelle politique du logement pour préserver la mixité sociale? Avant d'essayer d'apporter des réponses à ça, bon, je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse évidemment à l'échelle. Vous êtes militant parisien, mais je vous propose qu'on ne réfléchisse pas qu'à l'échelle parisienne. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que, évidemment, c'est un enjeu pour Paris majeur, j'y reviendrai, mais je vous propose qu'on ait toujours un point de vue, non pas national, mais au moins régional. Je dis ça parce que réfléchir au logement à Paris sans réfléchir au logement à l'échelle régionale en Île-de-France, ou en tout cas, on va dire à l'échelle de l'aire urbaine, c'est-à-dire Paris et la première couronne un peu plus large. Voilà, c'est une proposition que je vous fais. Il y a évidemment des sujets très parisiens, mais je pense qu'on ne peut pas se couper de la zone qui entoure Paris pour parler logement. Et premier questionnement plus philosophique que politique, enfin, c'est une question, c'est est-ce que c'est au logement de répondre à cet enjeu sociétal majeur qui est de construire la mixité sociale? Ce que je veux dire par là, c'est que euh, enfin, pour moi, il est nécessaire qu'on ait des politiques du logement offensives qui permettent de répondre à des grandes difficultés dans notre société. Et je vais y revenir, des grands mots. Et notamment les enjeux de mixité sociale et donc de sortir de ce qu'on appelle la ségrégation ou la ghettoisation avec cette spécialisation qu'on a de certains territoires. Et alors c'est très, très flagrant en Île-de-France où on a vraiment des quartiers spécialisés pour l'accueil des pauvres. Je caricature pas, hein, pour l'accueil des pauvres et des quartiers qui sont spécialisés pour accueillir non pas les riches mais les super riches. Les riches aussi, mais on a vraiment les deux, parfois partagés par même pas 10 kilomètres. Donc, on n'est pas dans des territoires, même parfois par des territoires qui sont même plus proches que ça. Mais pour autant, même si imaginons que demain, nous ayons des territoires où en fait, il y a une mixité sociale, donc des représentations à l'échelle territoriale de classes sociales très différentes et de tout type, des jeunes comme des vieux,
des actifs comme des inactifs, des gens qui sont intermittents dans le travail, d'autres qui vont être plutôt des permanents. Est-ce que pour autant, il y aura de la mixité sociale? Ce que je veux dire par là, c'est que si on assigne cet objectif qu'à la politique du logement, on n'ira pas au bout. Moi, je ne veux surtout pas qu'on détache la question de l'accès à l'école et de la carte scolaire, qui est pour moi un des lieux aussi où se joue la mixité sociale. Et on peut même le penser à l'échelle des universités aujourd'hui. On voit quand même qu'en Île-de-France, il y a des universités spécialisées dans l'accueil de publics dits plus ou moins de bon niveau. Et on peut même penser que la mixité sociale, elle a du mal à se faire quand on n'est pas capable à l'échelle d'une commune ou d'un territoire d'offrir des enjeux. Est-ce qu'on fait nos courses au même endroit et est-ce qu'on fréquente par exemple les mêmes lieux culturels? Si je vous dis ça, c'est qu'il y a certains territoires franciliens qui ont maintenu des équilibres de mixité sociale à l'échelle, enfin sur on va dire 50 ans, et c'est aussi lié parce qu'il y avait une politique autre que celle du logement. Il y avait notamment une politique qui allait mélanger, enfin qui proposait des offres, par exemple culturelles, à l'ensemble d'une classe sociale, à l'ensemble d'une classe populaire, je veux dire, quelle que soit son appartenance à une classe dite favorisée ou défavorisée. Donc voilà, si je vous dis ça, c'est que je ne veux pas du tout me dérober évidemment sur le sujet, mais qu'il faut qu'on n'oublie pas la question de l'école et de la culture. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quand on fait des politiques du logement ségrégatives, on détruit la mixité sociale. Et on a des exemples de mutation totale de composition de certaines villes avec un projet urbain qui s'est totalement transformé. J'en cite une, ici les Moulineaux, quand même, qui a une histoire. Ici les Moulineaux, on pourrait citer Levallois-Perret, Corbeil, Courbevoie, plutôt, enfin l'Arc, l'ancien arc du 92, qui a été un arc très populaire dans l'histoire parisienne. Et par exemple, ici, les Moulineaux, on a, je dirais, en 30 ans, complètement changé qui vit, quels sont les revenus des personnes qui y vivent, et essentiellement par la destruction de logements, une partie insalubre, une autre partie de type faubourg, et de la destruction de logements qui étaient très peu chers, avec du logement qui a été fait uniquement pour des classes sociales qui avaient les moyens de payer un loyer d'un certain niveau, voire d'accéder. Et on y a mis, par exemple, ici les Moulineaux, vous le savez aussi, beaucoup de bureaux. Et c'est très intéressant, je vous cite cette ville, parce que ça montre bien qu'avec une politique acharnée et très dérangeante, mais totalement assumée par le maire en place, de fait modifier totalement la sociologie de ses habitants, de sa ville, en fait, il y arrive. Donc, si je vous dis ça, c'est notamment, et je le fais volontairement, c'est qu'on a connu ça aussi à Paris. C'est-à-dire qu'on a notamment connu ça quand Chirac et Tibéri étaient maires de Paris, où il y avait d'un côté, il y a eu de la production de logements sociaux sous leur mandat, mais concentrés dans certains quartiers, certains arrondissements, pendant qu'on préservait une autre partie des arrondissements. Et puis aussi, on n'a rien fait. C'est-à-dire, rappelez-vous en 2001, quand Bertrand Delanoë prend la ville, au-delà des enjeux du marché locatif privé qui a fortement augmenté, on avait aussi une production de logements sociaux en panne à Paris, mais on avait aussi un habitat insalubre terrible et vraiment avec un retard énorme, ce qui a amené, si vous vous en souvenez, à un plan d'éradication de l'habitat insalubre dans la ville de Paris, qui est quasiment au bout, mais qui a été considérable, avec un effort financier considérable. Donc, je vous dis ça pour, en fait, mais vous n'êtes pas étonnés, parce que moi, j'y crois toujours, que, en fait, les politiques du logement, on peut faire des choses formidables avec, ou on peut faire des choses terribles. Et c'est bien pour ça que je pense que la question de la politique du logement, elle doit toujours être au cœur d'un discours politique majeur, dans des politiques locales, mais aussi nationales. Et que, pour vous dire, aller au bout de ma pensée, quand on n'en parle pas dans un débat national à un moment d'une présidentielle, comme on l'a vécu en 2017, et ben derrière, c'est le pire qui arrive parce qu'on a malheureusement des gens qui ne pensent qu'en matière de dépenses des finances publiques et pas en termes d'enjeux sociétaux, de comment est-ce qu'on loge tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut préserver la mixité sociale? Je ne sais pas si j'ai vraiment les réponses, mais ce que je pourrais vous dire quand même, c'est qu'on a de toute façon des problèmes difficiles sur lesquels il faut qu'on essaie d'avancer et qu'on doit résoudre. Nous sommes un pays riche, avec une économie, quelles que soient les difficultés, qui quand même, on est un pays plutôt avec des facilités, des capacités à faire, beaucoup d'argent,
il y a beaucoup de richesses dans notre pays. Et pourtant, il faut quand même que vous ayez en tête que on se traîne depuis en fait plus de 30 ans une situation de mal logement très forte dans l'ensemble du pays. Quand je dis du mal logement, c'est soit des gens qui ne sont pas du tout logés, soit qui sont mal logés pour des raisons d'inconfort, soit pour des raisons de place, de promiscuité, voire de cherté. Parce que il y a aussi quand même une énorme difficulté dans notre pays et à Paris, en Île-de-France, c'est le cas depuis des décennies, qui est que on prend quasiment comme une fatalité le fait que l'on doit consacrer entre 30 et 40% de ses revenus à se loger. Ce qui est considérable, hein. Si vous regardez des moyennes européennes, on est souvent en dessous de 20% pour beaucoup de pays. Ce n'est pas le cas chez nous. Et alors à Paris, ça n'a jamais été le cas. Vous regardez des écrits sur le logement dans les années 50 et 60, même s'il y avait du logement assez accessible, il y a toujours eu quand même un habitat cher. Et ce qui pose des questions problématiques. Et évidemment, quand vous n'arrivez pas à baisser cette part du revenu consacré au logement, ça veut dire d'une part, vous pouvez pas, la personne ne peut pas s'enrichir de ça. Et puis surtout, ça veut dire que ce qu'elle met dans son logement, elle ne le mettra pas ailleurs. Elle ne le mettra pas dans la santé, dans une meilleure alimentation, dans l'éducation ou dans les loisirs. Ça veut dire aussi que perdre son logement devient un enjeu terrible. C'est-à-dire son emploi pour payer son logement, ça peut devenir terrible. Donc c'est pour ça, si j'insiste là-dessus, c'est que ces sujets-là n'ont pas changé. Et ils se sont même aggravés, puisque, alors en particulier à Paris, on a connu à partir du milieu des années 90 une augmentation des prix à Paris terrible, que ça soit sur l'accès au logement locatif privé, avec une augmentation des loyers considérable, et surtout depuis le début des années 2000, une augmentation des loyers qui en fait alors, c'est la même courbe que l'augmentation des revenus. La seule différence, c'est que ça n'augmente pas à la même vitesse. Et que donc, on a des loyers qui quasiment, sur 15 ans, ont augmenté terriblement, là où le revenu a cru, mais de manière beaucoup plus régulière. Augmentation des prix à l'accession, et vous le savez, acheter aujourd'hui à Paris est absolument, impossible, est très, 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 très compliqué. Et donc aussi avec une très grosse difficulté, c'est que pour une ville typiquement comme Paris, on est aujourd'hui face d'un côté une spécialisation de la ville parce que les prix élevés pratiqués dans la ville par en fait un marché qui n'est pas régulé font qu'en fait seulement ceux qui peuvent jouer dans ce marché restent. Donc soit des gens qui ont une capacité d'emprunt très forte, soit des gens qui ont déjà du patrimoine, qui même en étant pas très riches peuvent en fait revendre un patrimoine pour en acheter un autre. Et puis quand même des gens qui ont une capacité, je vous l'ai dit, d'emprunt assez importante. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est l'accès au parc locatif privé, de plus en plus élevé, premièrement, face à une demande de logement qui n'a cessé d'augmenter dans notre ville et aussi à l'échelle francilienne, parce que notre ville et notre région sont très attractifs. Et à côté de ça aussi, une offre locative qui a plutôt disparu, en tout cas l'offre locative privée de bon marché a disparu parce qu'elle a été vendue. C'est tout le phénomène que vous avez connu, qui existe moins aujourd'hui, des ventes à la découpe d'immeubles. Alors, à Paris, il y en avait beaucoup. Et ça a été un énorme combat avec la ville de Paris, puisque la ville, en fait, s'est portée acquéreur de ces logements. Et à côté de ça, quand même, je dois vous le dire, une chance inouïe pour Paris, c'est nos logements sociaux. C'est que même s'il y a plein de choses à faire, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, Paris, je crois, a autour de 22% de logements sociaux à l'échelle de Paris. L'idée, c'est évidemment d'en avoir 25. Il y a évidemment des tas d'arrondissements où il y en a très peu. Il y a des enjeux de rééquilibrage très forts, puisque par exemple, vous savez, dans le 19e, je dis les chiffres un peu au pif, mais vous me corrigerez, 13e ou 19e, on a plus de 40%. Et puis, 7e chez Rachida Dati, je ne sais pas si on est à 7%. Et en 8e, je n'ose même pas dire un chiffre, ou 16e, on doit être très, très bas. Donc, il y a des enjeux de rééquilibrage. Mais quand même, une de nos chances, c'est que la ville a gardé un parc immobilier en logement social très, très important. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça le problème de la mairie, aujourd'hui, il n'y a que le parc social qui en fait offre un loyer modéré qui permet en fait d'avoir des loyers qui sont juste corrects, enfin qui sont pas trop élevés par rapport au niveau des salaires pratiqués. Et c'est bien le sujet. Parce qu'en fait, autrefois, la mixité sociale pouvait se jouer sur un peu de parc social, un peu de parc privé, dans le locatif ou dans l'accession. Aujourd'hui, en fait, le seul outil que nous avons encore qui tienne la route, c'est le parc social. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
La première chose, je vous le dis, c'est qu'on continue à construire. Je suis écologiste, je suis très engagée pour la préservation de la planète, mais on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'au nom de l'écologie, on refuse de bâtir quand il y a des gens qui crèvent de ne pas avoir de logement. Je le dis tel que je le pense. Et je le dis à vous parce que je pense que c'est un sentiment que vous allez partager avec moi. Et si je vous le dis, c'est que notamment à Paris, on a eu y compris des gros sujets, des refus de programmes de logements sociaux dans des arrondissements qui n'ont pas leur quota en logement social au nom du respect de la biodiversité. Donc, je peux vous dire que moi, je pense qu'on a des tas de choses à faire pour respecter la biodiversité, y compris dans une ville comme Paris qui peut en effet ramener de la nature, ramener des éléments et renaturer beaucoup de choses. Mais on ne peut pas expliquer à des travailleurs pauvres ou à des Parisiens qui sont mal logés dans de l'habitat insalubre ou pas de très bonne qualité aujourd'hui qu'on ne va pas qu'on ne va pas construire un programme de logement social comme celui dans le 11e qui a été arrêté au nom de la biodiversité. D'autant plus, là je vais être un peu perfide, qu'aujourd'hui on voit une augmentation du rejet de la construction et en particulier de logements sociaux parce que certains nous accusent de détruire la rente foncière dans laquelle ils se sont engagés. Ce que je veux dire par là, en gros, on entend parfois le logement social fait baisser les prix de mon logement une fois qu'il est construit en face de chez moi. Et cet argument, dans une ville aussi chère que Paris, ne croyez pas que c'est juste une petite polémique. En fait, beaucoup de gens le partagent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se sont tellement endettés pour acheter leur petit mètre carré et se sont endettés parfois sur 25 ans pour payer quelque chose très cher pour eux, qu'ils sont dans un d'un seul coup, ils sont très opposés à tout ce qui peut nuire à la valeur du bien qu'ils chérissent. Je le dis parce que c'est vraiment quelque chose que l'on voit monter à Paris. Et là, comme je vois un petit commentaire qui arrive en même temps, en effet, par ailleurs, si on veut réduire notre empreinte carbone, on doit construire là où il y a les aménités du service public, là où il y a les transports. Donc, la construction dense, si elle est à un niveau acceptable d'un point de vue de notre confort de vie, elle est meilleure pour la planète. Il faut être très clair là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut construire à outrance, mais important. En tout cas, construire du logement social, c'est essentiel. Un deuxième objectif, et c'est pour ça que moi je ne lâche pas l'histoire de la construction. Alors quand je dis construire, ça peut être racheter des immeubles, les réhabiliter, les désosser et les remonter. Vous voyez, on peut aussi utiliser, par exemple, saisir des immeubles qui sont voués à la démolition ou des immeubles qui doivent être réhabilités et les transformer en logements sociaux. Mais poursuivre la création d'une offre sociale, c'est important, même si ça ne va pas résoudre tout le sujet. Parce que d'une part, aujourd'hui, une classe, enfin un couple qui travaille, qui est en CDI et qui est en gros, qui gagne 2 000 € par mois chacun, donc il commence à être un niveau de vie correct, même si ce n'est pas toujours facile de vivre avec un revenu donc pour un couple de 4 000 €. Pensez quand même que le logement social ne peut pas être la seule réponse. Et une de très grandes difficultés pour des villes comme les nôtres, c'est de retrouver une offre locative ou d'accession privée qui fait au niveau des revenus. Et c'est là où en fait on a un travail immense. Pourquoi je dis ça? La première chose, c'est qu'on construit pas mal de programmes en accession libre aujourd'hui, mais pour vous dire les choses très sincèrement, les prix sont très élevés, et notamment parce qu'en fait, les promoteurs, les marchands de foncier qui ont vendu aux promoteurs, mais aussi certains maires, quand ils acceptent les prix pratiqués par les promoteurs, cherchent tous à vendre à un citoyen qui n'existe pas. Je vous donne juste un exemple. Euh, je vois que je suis très longue en fait. Je n'avais pas prévu d'être aussi longue. Je suis partie, ça y est, je suis trop longue. Oui. Je vais vous dire l'exemple, c'est que par exemple, vous savez, le revenu moyen d'un Français, c'est quand même, alors je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais en gros, le revenu moyen, c'est dans mon souvenir 1700 ou 1800 €, et en Ile-de-France, c'est un tout petit peu plus. Vous comprenez bien qu'une personne, même si elle est en couple et qu'il y a deux salaires comme ça, acheter quelque chose qui est à plus de 5 000 € du mètre carré ou 6 000 € du mètre carré, c'est quasiment inatteignable. Pourtant, à Paris, on est plus à 10 000 € du mètre carré, hein. Et quand je vous dis 5 ou 6 000 € du mètre carré, c'est le prix moyen pratiqué sur l'ensemble de la petite couronne francilienne. Et le problème, c'est une question moi, que je pose souvent à des élus quand ils vous parlent d'un programme d'accession, qu'on voit les prix, 5 000 €, 6 000 €, 7 500 € du mètre carré. Je leur dis, mais en fait, vous vendez à qui? Parce qu'en fait, moi, je ne les connais pas, ces gens-là.
Je vous dis ça parce que la population francilienne et même parisienne, où il y a des gens très très riches, hein, n'oublions pas qu'on a quand même des pourcentages de taux d'appartenance au plus haut décile de revenus très élevés, mais on a aussi une population qui est à revenus quasi inexistants ou juste moyens. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'offre privée, elle est quasiment inexistante pour eux. Ce qui est quand même un problème parce que par le passé, et je pense notamment dans les années 50 et 60, l'accession à la propriété, et c'est aussi pour ça qu'on a inventé aussi le 1% logement, rappelez-vous, mais l'accession à la propriété, elle participait d'un parcours qu'on appelle résidentiel, mais pas que. C'est que pour certains, c'était aussi se stabiliser. Parce que quand vous accédez à la propriété, vous vous constituez du patrimoine. Et donc, même si vous êtes en difficulté, vous pouvez le revendre. Ça veut dire quand même que quand on arrive à acheter, en fait, on s'enrichit, même si on ne s'enrichit pas beaucoup. Et si je dis ça, c'est parce que il faut comprendre pourquoi pour des personnes qui n'ont pas énormément d'argent, ça peut être un parcours intéressant. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Alors, on peut faire des choses là-dessus. La ville de Paris a commencé et d'autres territoires. On peut d'une part encadrer des valeurs foncières et dire maintenant, on veut des programmes qui sortent à tel niveau avec des chartes promoteurs où en fait, on joue sur les marges des acteurs de l'immobilier. On réduit les marges des propriétaires fonciers et on peut aussi mettre en œuvre des outils nouveaux, un qui s'appelle notamment les organismes fonciers solidaires et qui mettent en place ce qu'on appelle un bail réel solidaire. J'expliquerai si vous le souhaitez, où en fait il s'agit de démembrer, de séparer l'achat du foncier sur lequel va être l'immeuble de l'achat du bâtiment. Et un propriétaire va acheter son logement, donc le bâti, mais il ne va pas acheter le foncier, il va le louer. Et en fait, le foncier ne va pas être acheté, va pas être loué par le seul propriétaire, il va être loué pendant 80 ans. Ce qui fait que vous allez lisser l'achat de ce qui est le plus cher sur une durée beaucoup plus longue. Et ça permet de faire des décotes de prix d'au moins 25 à 30%. Ça marche, ça fonctionne, il y a déjà des programmes qui sont en cours. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand même d'essayer de chercher du parc privé. Alors ça, il y a eu une proposition dans la dernière campagne municipale de sociétés immobilières parisiennes. J'en parle, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Donc, je ne veux pas... peut-être que je ne sais pas où ça en est, donc peut-être qu'il ne faut pas que j'en parle. En tout cas, l'idée, ça serait là d'avoir des sortes de foncières où en fait des collectivités, voire des professionnels, mettent de l'argent en commun pour aller racheter des bâtiments qui existent aujourd'hui pour recréer une offre locative qui ne serait pas sociale, mais qui serait sur les loyers un peu au-dessus. Elle peut être très utile, notamment dans des villes comme les nôtres, où comment dire, on a des cadres qui peuvent chercher ça. Il y a les chartes d'encadrement des prix de sortie, et ce qu'on appelle les chartes promoteurs. Alors, il n'y en a pas eu à Paris. Saint-Ouen en a mis en place pendant longtemps, Montreuil, Nanterre. Ça a quand même un impact. Ça a plutôt marché. Et c'est là aussi, vous voyez, c'est terrible. C'est qu'on se rend compte qu'un promoteur, il vous dit qu'il va vendre un programme à 6 500 € du mètre carré. Le maire lui dit, si tu ne baisses pas ton prix, tu n'auras pas le permis de construire. Et d'un seul coup, il peut vendre à 5 000 € du mètre carré. Et il ne perd pas d'argent. Donc, en fait, qu'a-t-il fait? Il a baissé ses marges, il a baissé les marges d'intermédiaires. Si je dis ça, c'est qu'on a encore des leviers pour quand même baisser le sujet. Et puis, il y a d'autres moyens. Puis, en fait, je vois que je suis 10 fois trop longue, donc je vais me taire et je vais répondre à vos questions. Quand même, l'encadrement des loyers, je vais en parler un peu parce que Paris est la première ville à l'avoir mis en œuvre en 2016. Et on commence à avoir, enfin, il y a eu des va-et-vient, il y a eu un arrêt, tout ça, mais on commence à avoir, comment dire, un petit retour. Sur l'encadrement des loyers, peut-être que certains sont déçus par ce système. Il faut rappeler le système français tel qu'il a été pensé. Il s'agissait de réguler des loyers au niveau auquel ils étaient quand on a commencé la régulation. Donc, on les a commencés dans une période 2015-2016 où en fait, ils étaient déjà très élevés. Donc, il faut comprendre qu'on arrive à les réguler et en fait à mettre un plancher et un plafond, mais quand même sur des niveaux de location qui sont assez élevés, ce qui fait que ça ne peut pas amener des baisses telles que ça pourrait être attendu. Néanmoins, ce que ça a permis, et c'est très important, dans une ville comme Paris, c'est que ça a baissé, ça a arrêté cette augmentation exponentielle qu'on voyait sur, par exemple, des petites surfaces qui sont louées chaque année, où on s'était rendu compte que, par exemple, un logement pour un étudiant de 15 mètres carrés
prenez chaque année 10 € de loyer. Vous imaginez une augmentation de 10 € tous les ans. Et vous faites ça sur 20 ans, vous vous rendez compte de l'impact. Et ça arrivait très souvent. Donc, en fait, l'encadrement a quand même permis de décrocher les choses. Contrairement à ce que disaient les opposants de l'encadrement, ça n'a pas fait baisser les travaux d'entretien, ça n'a pas fait baisser l'attractivité du marché locatif, ni de l'achat des propriétaires. Et voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Dernière chose dont je n'en ai pas parlé, mais je pense que c'est un de nos grands ennemis pour la mixité sociale, c'est le développement des plateformes de location touristique, Airbnb, mais pas que, qui est un fléau, vraiment, c'est devenu un fléau et plus les années passent, plus je suis extrêmement fâchée contre eux. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un fléau pour une ville comme Paris, mais c'est en fait un fléau pour toutes les zones attractives. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, on est très gêné par l'impact, mais vous allez sur la côte basque, vous allez sur tout le littoral, vous allez dans les métropoles comme Bordeaux ou Strasbourg, vous allez à Ajaccio, où ils ont les mêmes problèmes. Qu'est-ce que ça fait, cette histoire de Airbnb? C'est que, en fait, c'est une économie prédatrice totalement. C'est-à-dire qu'au départ, ça part d'un bon sentiment, vous avez un bien, vous le mettez en location et vous le mettez en location à la semaine et OK, très bien, ça vous amène un revenu. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est devenu professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des logements qui sont sortis de l'offre locative globale, voire du marché de l'accession, et qui sont uniquement consacrés à de l'accueil hôtelier. Donc, par ailleurs, c'est une concurrence déloyale avec l'hôtellerie, mais de l'accueil hôtelier à des prix exponentiels, où en fait, le loyer pour la semaine d'accueil en Airbnb est souvent équivalent d'habitude à un loyer pratiqué au mois, voire sur plusieurs mois. Il y a quelqu'un qui parle, mais je n'ai pas compris. Alors, il y avait les données annoncées par Yann Brossat l'année dernière, qui estimait qu'il y avait au moins 20 000 logements à Paris qui avaient été sortis du marché locatif à cause de ça. Je ne sais pas l'exactitude du chiffre, mais je pense qu'on est assez proche de la réalité. Et je vais vous dire le pire, c'est que dans le marché de l'accession récent, on a vu des notaires et des agents immobiliers en fait vendre des biens donc à des prix très élevés, uniquement en montrant un rendement locatif lié à Airbnb. Alors, je vous rappelle en plus que c'est interdit par la loi, puisqu'en fait, on n'a pas le droit de louer plus de 120 jours. Mais vous voyez, ce qui est terrible, c'est que c'est exponentiel, cette histoire. Moi, je me rappelle de Airbnb en 2012, 2010, 2012, où en fait, on pouvait prêter des chambres et on accueillait bénévolement des gens. Après, ça a été de l'argent. Et en 2016, moi, quand j'ai fait passer dans une des lois les premières réglementations, je pensais encore qu'on pouvait réguler, qu'on pouvait contrôler et qu'il y aurait un bon sens. En fait, pas du tout. On se rend compte que sans une régulation très très forte, on n'y arrive pas. Et on voit des impacts, alors là, terribles en matière de mixité sociale. Celles et ceux qui habitent le centre de Paris doivent très bien le voir. Ce n'est pas une fausse idée. Il y a des rues dans le premier arrondissement où, en effet, on n'a plus du tout d'habitants. Mais quand je dis plus du tout, c'est vraiment plus du tout. Moi, il se trouve que j'ai un ami qui habite rue de Rivoli. Bon, ça fait 40 ans qu'il habite rue de Rivoli. Faut le vouloir. Mais c'est très intéressant parce que j'ai été le voir il n'y a pas si longtemps que ça. Et ben lui, dans son immeuble, il y avait quand même, je crois qu'il y a une vingtaine d'appartements. Il est le seul locataire quotidien. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Plus de commerce de bouche, plus d'habitants qui font la ville, donc qui font, enfin, et ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça aussi que Anne Hidalgo a beaucoup insisté là-dessus dans la dernière campagne, mais parce que ça crée du désordre, ça enlève du logement, mais je pense que derrière, ça crée aussi beaucoup de désordres sociétaux, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie, et c'est terrible, hein, parce que ce n'est pas trop mon sentiment, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de législation beaucoup plus répressive ou limitative. Berlin a une législation beaucoup plus dure aujourd'hui, l'Espagne aussi. Là, évidemment, la situation sanitaire nous a donné un peu de répit là-dessus, mais il faut avoir assez conscience de ça. Bon, voilà, j'ai été 10 fois trop longue, j'arrête. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que euh, euh, je crois qu'en effet, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'impose des politiques publiques du logement, moi je crois que c'est nécessaire, c'est pour répondre à des maux de notre société, notamment, je vous dis le mal logement, mais la cherté du logement. Mais je pense que c'est aussi parce que la mixité, c'est aussi la question du vivre ensemble demain. Et ça, c'est un projet politique en soi qui me semble quand même assez fondamental. Et oui, on peut
apporter une des réponses du vivre ensemble par des politiques du logement qui assument en fait qu'on fait des choses pour une population diverse et y compris donc que l'on agit autant pour des gens qui n'ont pas de revenus que des gens qui en ont beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci, merci à toi, Emmanuel. Alors, je vois qu'il y a déjà des premières questions par écrit. Enfin, qui veut commencer à intervenir? Pour lever la main, il faut cliquer sur le bouton lever la main qui est en bas à droite de la colonne participants. Eh bien, n'hésitez pas, profitez de la présence. Ah ben, vas-y, Philippe. Philippe, il faut allumer ton micro. Voilà, excusez-moi, ça va? C'est bon? C'est bon, vas-y. Ok, bonjour, bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour cette présentation super intéressante. Moi, je me pose une question depuis pas mal de temps. C'est sur la question de la compétence du logement qui a été, par les lois de décentralisation, attribuée au maire. Et je me demande si cette compétence-là est encore pertinente. Question très juste. Très juste. Mon sentiment personnel est que non, mais je vais évidemment répondre pourquoi. Même si je vous dis que mon sentiment personnel est non, et en même temps, je suis assez peinée d'attaquer quand même un des piliers de la loi, d'un pilier de la décentralisation, puisque en fait, moi, je crois beaucoup à la décentralisation. Je pense qu'elle est très utile, y compris qu'elle permet un exercice du pouvoir différent. Et qu'en plus, pour être tout à fait honnête, quand c'était l'État qui détenait les permis de construire, il a fait des belles choses, mais il a aussi fait des choses atroces. Hein. Donc, mais la grande difficulté que je note aujourd'hui, c'est que les maires ont en fait donc en eux le pouvoir d'autoriser, de donner les permis de construire. Et alors, dans la période actuelle, très sincèrement, et là, je vous parle plutôt en tant que présidente de l'Union sociale pour l'habitat, donc l'union qui regroupe l'ensemble des bailleurs HLM, sincèrement, c'est vraiment une année très difficile où vraiment, on a beaucoup de maires qui ont stoppé des projets parce qu'ils n'en veulent pas et donc qui bloquent les permis de construire. Et la réalité, c'est quand ils les bloquent, même si on peut derrière attaquer ça devant la justice, en fait, on ne le fait jamais parce qu'un bailleur social ou un promoteur, il ne va jamais se fâcher durablement avec un élu. Et donc il ne le fait pas. Mais même quand on le fait, on arrive toujours à trouver des motifs d'annulation d'un permis de construire. Et donc, ce qui est terrible, c'est que les maires aujourd'hui ont le pouvoir donc d'urbaniser et d'autoriser les constructions dans leur territoire, mais ils ne l'utilisent pas pour faire muter leur ville, ils l'utilisent beaucoup pour en fait gélifier, si je peux parler ainsi, ce n'est pas un très joli mot, ou bloquer des choses. Et alors, c'est un peu le problème parce qu'on ne les responsabilise plus. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand un élu, quand une collectivité a un pouvoir et qu'elle ne l'exerce plus? Moi, c'est mon grand débat d'aujourd'hui. Et si je vous dis ça, c'est que ça fait quand même depuis 2017 qu'on a un président de la République et des pouvoirs, enfin un gouvernement qui n'a pas arrêté de taper sur le logement. Enfin, en tout cas, quand ils ont parlé logement, c'était à chaque fois pour dénoncer des politiques, dénoncer des coûts trop élevés, dénoncer ceci, dénoncer cela. Jamais pour avoir un discours fort de il faut construire, il faut répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Voilà ce que moi j'ai fait pendant plusieurs années. Et ça a un impact en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je vois des élus qui refusent des programmes de logements sociaux et qui pourtant sont les mêmes qui ont des demandes de logement social importantes dans leur ville. Il faudra bien y répondre à ces demandes. Mais si on ne construit pas dans sa ville, où est-ce qu'on va y répondre? Et c'est d'autant plus difficile que, par exemple, à l'échelle francilienne, on voit bien qu'on a des élus qui sont bâtisseurs et qui veulent faire, qui se posent des questions, qui réfléchissent, y compris à Paris, où on a très peu de capacité foncière, où pourtant il se passe beaucoup de choses, et d'autres villes où il ne se passe rien. Et vous voyez, on a eu un moment où les maires ne voulaient plus construire de logements sociaux, mais voulaient encore construire du logement. Mais maintenant, en fait, ils construisent quasiment plus rien. Donc, oui, c'est un problème. Les solutions, on a été nombreux à penser qu'en passant le permis de construire des communes aux EPCI, donc intercommunalité, ça irait mieux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas beaucoup mieux.
Moi, je me demande, je vous dis ça, je n'ai pas travaillé à ça, hein. C'est une réflexion que j'ai actuellement, mais sans vraiment l'affiner. C'est est-ce que, parce que c'est quand même ennuyeux d'enlever la compétence la plus emblématique, me semble-t-il, d'un maire, qui est celui de signer les permis d'urbanisation. Je me demande de quelle manière on ne pourrait pas faire revivre le couple maire-préfet dans une politique menée conjointement sur l'autorisation des permis de construire. Je, je dis ça avec quand même quelques difficultés qui sont que par le passé, l'État a fait arrêter aussi d'instruire les permis de construire, donc a aussi supprimé beaucoup de personnel sur ces sujets-là, laissant les villes, les communes toutes seules à gérer ces problèmes. Et donc, ce n'est pas le plus simple. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si les élus locaux, enfin, le maire, celui qui donne les permis de construire, construisent aujourd'hui, sont majoritairement à construire une politique autour de l'immobilisme sur le logement et du refus d'accueillir de nouveaux habitants, ce qui est porté par beaucoup de territoires, qui soient d'ailleurs de gauche ou de droite. Hein. Peut-être qu'on devrait parler des progressistes et des conservateurs dans ce cas-là, parce qu'en fait, on n'est plus trop sur l'axe gauche-droite, mais plutôt sur ceux qui sont prêts à être solidaires et ceux qui ne le sont pas. Mais si on commence à avoir une majorité des élus locaux qui bloquent cet accueil des populations, ça veut dire qu'on a un problème national. Et donc, dans ce cas-là, il y aura un enjeu, en effet, sur la décentralisation. Concernant l'Île-de-France, il y a ce débat autour de la métropole du Grand Paris, ce machin qui ne fonctionne pas. Pour vous dire les choses, sur le logement, on est encore sur un immobilisme de toutes ces communes extrêmement morcelées, ce qui me semble-t-il est problématique. Et je pense quand même que sur des régions aussi denses et peuplées que la nôtre, il faudrait certainement une gouvernance différente. Moi, j'avais porté avec Jean-Paul Huchon en 2011-2012 des travaux pour avoir une autorité organisatrice du logement pour notre région Île-de-France, qui était en fait une suite de réflexions qui était qui était en lien avec ce qui avait été fait sur les transports, puisque vous savez, au milieu des années 2000, la région a porté le fait d'avoir la compétence en termes d'autorité de régulation des transports, avec la création du STIF, qui maintenant s'appelle IDF Mobilité. Donc, on avait porté la même idée sur cette idée-là sur le logement, où l'idée aurait été que la région, en fait, soit l'ordonnateur et le planificateur des enjeux d'urbanisation et de construction et de réhabilitation, et qui régule, y compris qu'il ait des aides à la pierre à l'échelle régionale et pas à l'échelle municipale, et qu'en fait, il puisse impulser et aider les communes à mener leur politique derrière une programmation régionale. Il est resté de tout ça pas grand-chose, sauf le fait qu'il y a aujourd'hui un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement à l'échelle Île-de-France qui permet de faire un constat et qui montre très clairement les besoins en logement. Je n'ai pas été vous chercher les liens, mais vous pourriez le trouver. Et puis, un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement qui devrait justement mettre en œuvre ces principes, qui, comme vous le savez peut-être, n'a toujours pas été adopté. Ça fait 2 ans qu'il a été préparé, écrit, et en fait, il n'a pas été adopté, car en fait, c'est un plan qui explique aussi les besoins de rattrapage en logements sociaux, en résorption de l'habitat insalubre et tout ça. Et une grosse partie des communes de droite de la métropole du Grand Paris ne veulent pas le voter. Et l'État n'a rien fait pour l'imposer. Donc on voit bien quand même ce jeu de faux semblants entre les différentes autorités. Et pendant ce temps-là, on a une situation qui s'est plutôt dégradée sur l'accès au logement en Île-de-France. Merci beaucoup pour... Alors j'ai vu qu'il y avait des questions dans le... Alors je vais répondre à celles que j'ai déjà vues. Il y en a une, je ne sais plus qui l'a posée, sur pourquoi... Ah oui, pour quelle raison est-il si compliqué de réguler les loyers à Paris alors qu'à Berlin, ça se fait plus facilement? Alors, ce n'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'en fait, on ne l'a pas mis en œuvre au même moment. À Berlin, donc l'encadrement des loyers s'appelle le Mietspiegel. C'est pareil, un encadrement plancher-plafond. En gros, votre loyer doit être là. Bon, mais la différence, c'est que quand ça a commencé dans plusieurs villes allemandes, hein, c'est les villes qui le décident, on était sur des loyers qui étaient autour de 10 à 12 euros du mètre carré. Vous voyez, moi, je ne sais même pas quand est-ce qu'on a eu ça à Paris. Hein. Donc, à Paris, on est en gros, je crois, aujourd'hui, à autour de 26 euros du mètre carré ou un peu moins, 24 euros. Donc, vous voyez, on est extrêmement loin.
Et alors, par contre, ça marche un peu mieux en Allemagne parce que d'une part, ça a été décidé par les villes, ce n'est pas une législation nationale. C'est pratiqué par un sondage en fait sur les niveaux des loyers, mais il y a aussi une organisation entre propriétaires et locataires qui n'a rien à voir avec notre organisation française, puisque en fait, en Allemagne, il est culturellement admis en fait qu'un locataire discute des conditions de bail avec son propriétaire. C'est quelque chose qui existe vraiment. Et donc, en plus, comme vous n'avez pas les enjeux de pénurie de logement, bah, en fait, les propriétaires, dans certaines villes, ont même du mal à trouver des locataires. Donc, en fait, ça marche plutôt bien, même si quand même, ça n'a pas empêché une augmentation des loyers pratiquée dans l'ensemble. Vous ayez ça en tête. Les Allemands, ils nous envient une politique très importante, c'est celle de notre loi SRU et des logements sociaux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout ça. Et ils sont très intéressés par le fait que l'État puisse programmer de la production de loyers de logements sociaux à loyer modéré. Donc voilà, il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout de ce point de vue-là sur l'encadrement des loyers en Allemagne. Mais c'est sûr ils ont 10 ans d'avance. J'ai un peu oublié, mais je crois qu'à Berlin, ça s'est mis en place au milieu des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi continue de construire des bureaux? Bah, il faudra le demander au maire et aussi au préfet de région pourquoi il autorise encore des constructions de bureaux et pourquoi les maires pensent encore qu'il faut construire des bureaux. On a, alors en Île-de-France, on a déjà trop de bureaux. C'est surtout que vous savez, le bureau, c'est un truc qui se périme très vite. C'est-à-dire que c'est une construction, la manière de concevoir les bureaux fait qu'en fait, les bureaux, au bout de 20 ans, ils sont en fait très souvent obsolètes, complètement dépassés d'un point de vue thermique, d'aménagement, de câblage. Enfin, parce qu'un bureau, en fait, il faut lui amener des aménités très particulières qui ne sont pas celles du logement. Donc, nous, on a trop de bureaux. Et alors là, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais avec le changement quand même de la pratique professionnelle, il y a quand même des projets immobiliers qui, à mon avis, ne vont pas aller au bout, tellement il y a en fait de mètres carrés vides dans le sujet. Néanmoins, je veux quand même vous dire un truc. Pensez que les mètres carrés, en fait, ça se change facilement et qu'on met des gens dans des bureaux pour les loger. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Par exemple, est-ce que vous aimeriez habiter dans une tour vide de la Défense? Je n'en suis pas certaine. Si je vous dis ça, c'est parce que le logement, ce n'est pas juste un toit, c'est des commerces, des services publics, des endroits où on peut marcher en sécurité. Enfin, vous voyez, une vie autour. Et donc, il faut faire attention aux raccourcis parfois un peu cons sur « ah ben, il y a du mètre carré libre, on le transforme en logement et c'est fait ». C'est plus compliqué que ça. On a des expériences intéressantes où les architectes, y compris, arrivent à transformer les choses, mais si la ville n'arrive pas à transformer l'environnement autour d'une zone de bureau, vous aurez du mal. Il y a néanmoins des choses à faire en Île-de-France, hein, même si c'est assez vide, inoccupé. Fiscalement, ils sont intéressants malgré tout pour les propriétaires de bureaux. Et ces gens à céder leurs biens vides pour en faire autre chose. Et là-dessus, même moi, j'ai toujours échoué à faire changer, c'est une piste. les choses. Oui, pardon, j'ai coupé le micro. Je sais pas. Je disais, ça serait une piste fiscalement de rendre intéressant la transformation de bureaux en logement. Absolument. Et on a une fiscalité qui est, à mon avis, pas adaptée. Et en plus, en fait, il faudrait quasiment qu'on puisse pénaliser le fait que des bureaux soient vides. Alors, ils peuvent être vides pendant un an, 2 ans, mais enfin, il y a des bureaux qui sont vides depuis 10 ans. Hein. Mais vous savez, y compris l'État, des bureaux qui lui appartiennent en Île-de-France qui sont vides depuis je ne sais pas combien de temps. Et je pense qu'en effet, je pense que c'est la fiscalité qui pourrait nous permettre de changer la donne. Là-dessus, c'est très clair. Alors, est-ce qu'une fiscalité locale pourrait la changer? Là, j'invente celle-là, mais je ne connais pas bien, je m'excuse, la fiscalité des bureaux. Hein, je ne suis pas très bonne là-dessus. Mais peut-être que, je pense à ça parce que la ville de Paris avait longtemps développé des évolutions sur la taxe sur les logements vacants, la taxe sur les résidences secondaires, et peut-être qu'il y a quelque chose à inventer sur la taxe des bureaux vacants, si je peux parler ainsi. Mais il y a peut-être des gens là dans l'Assemblée qui pourront compléter cette idée un peu pas tout à fait travaillée que je viens d'énoncer. Hein.
Ok, bah merci beaucoup pour ces précisions. Je vois 3 personnes qui lèvent la main. Donc, je vous propose de donner la parole à Kenza pour commencer. Oui, bonsoir. J'avais une question sur Berlin aussi à l'origine, mais vous y aviez répondu, donc je posais une autre question. Récemment, il y a quelques immeubles dans le 8e arrondissement des HLM qui ont été inaugurés et qui ont justement accueilli des personnes qui se trouvaient en grande difficulté et qui ont fini par être relogées. Comment ça se passe très concrètement? Est-ce que c'est la mairie de Paris qui travaille avec le maire d'arrondissement? Est-ce que c'est quand la mairie de Paris prend la décision d'augmenter le pourcentage de logements sociaux dans une ville? Comment on peut faire ce rééquilibrage véritablement? Il faut que le maire d'arrondissement le décide. Enfin, très concrètement, comment ça se passe? Alors, Kenza, heureusement que le maire d'arrondissement, là, heureusement que les maires d'arrondissement n'ont pas ce pouvoir. Heureusement. C'est une question un peu naïve, mais je me suis toujours Non, non, demandé comment mais ça se parce que tu sais, il y a tout un débat à Paris sur le pouvoir des maires d'arrondissement de la mairie centrale. Si les maires d'arrondissement pouvaient donner leur veto sur des projets de construction, on n'aurait jamais fait de rééquilibrage. En fait, comment ça se passe? Mais là, il y a peut-être des gens qui sont dans l'exécutif qui peuvent en parler. C'est que en fait, à Paris, pour arriver à rééquilibrer, c'est pas tant sur la construction neuve hein, qu'on avance, c'est essentiellement sur le rachat de bâtis qui sont soit en vente, soit saisis, soit préemptés. Et en fait, la ville va les réhabiliter et à l'occasion les transformer en logements sociaux. C'est soit des bâtiments qui sont habités, et donc en fait, on appelle ça du conventionnement, c'est-à-dire que c'est des logements qui étaient dans du parc locatif privé qui vont être achetés par la ville. On va transformer les baux privés en un bail avec un logement social. Et donc, les ménages qui sont locataires, occupants, vont avoir un loyer en fonction de leurs revenus et vont intégrer les différentes classes de conventionnement du logement social. Et puis après, ils deviennent des locataires du logement social. Donc, ça veut dire aussi que peut-être à un moment, s'ils gagnent trop d'argent, ils devront en partir. Et puis, il y a des immeubles parfois qui sont vides. Et donc là, la région, alors, enfin la ville, Paris, et c'est un peu spécifique parce que Paris a une ressource financière beaucoup plus importante que beaucoup de villes. Même si pas non plus dingue, mais quand même importante. La ville utilise beaucoup son droit de préemption, c'est-à-dire que la ville est prioritaire pour acheter des immeubles. C'est ce qui a été fait notamment dans des arrondissements comme le 8e ou le 7e, mais ce n'est pas facile. Et y compris, vous voyez, je sais que dans le 7e, la ville a racheté le foncier là, de l'îlot Saint-Germain où il va y avoir des programmes de logements sociaux et tout ça. La mairie d'arrondissement ne peut pas bloquer les choses, mais en fait, elle peut emmerder le monde. Par exemple, dans le 16e, longtemps, l'ancienne mairie du 16e faisait des recours sur tous les programmes de logements sociaux et l'assumait totalement. Et ça continue, hein. Et ça continue, tu me rassures. Je vais même vous raconter une fois, j'ai été inaugurée en tant que vice-présidente de la région une pension de famille qui accueille des personnes. Donc, c'est du logement. Les gens ont un studio, mais c'est des gens quasiment qui sortent de la rue. J'ai inauguré ça avec Yann Brossat. On s'était un peu préparés tous les deux parce qu'on était accueillis par en fait les voisins qui étaient venus quand même au pot d'inauguration. Ils avaient tous fait des recours. Il faut quand même que vous imaginiez. Ils ont fait 47 recours contre ce programme. Alors, la loi a un peu changé depuis, il ne pourrait plus le faire autant, mais il faut quand même penser, y compris ces gens-là étaient financés par la mairie, hein, y compris le député de l'époque. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut rééquilibrer. Il n'empêche qu'il faut encore trouver les opportunités foncières. Et par exemple, le 8e, qui est quand même un arrondissement qui est très bâti et puis depuis fort longtemps, on n'a pas non plus des tas d'immeubles qui sont comme ça disponibles. Mais c'est vrai qu'il y a des immeubles haussmanniens qui ont été voués au bureau depuis toujours. Moi, j'habite dans le 9e, hein, il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, c'est des immeubles qui sont rachetés par la ville, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui agit pour le compte de la ville et qui rachète les murs. Et ça permet en fait de faire des opérations de logements sociaux. Mais c'est très long et ça coûte cher. C'est d'ailleurs un des qui a été fait parfois à la municipalité, c'est d'avoir une politique qui en fait est très chère. En même temps, Paris reçoit, je ne sais pas cette année, mais en général, c'est autour d'1 milliard de DMTO, les droits de mutation, à l'occasion des ventes d'immeubles, enfin de logements. Donc Paris a fait le choix d'avoir une politique très offensive aussi avec cet argent-là.
Mais c'est ce qui permet à Paris de préempter parfois des bâtiments importants. Mais bon, préempter, ça vaut le coup quand le bâti est de bonne qualité. Parfois, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, ça c'est un moyen pour en fait ramener un peu de la mixité. Et puis ce qu'a fait aussi beaucoup la ville, c'est parfois trouver des fonciers qui n'étaient pas très grands, mais qui permettent de faire des constructions, y compris avec des projets architecturaux intéressants qui permettent d'amener une offre nouvelle. Alors j'ai vu que, enfin vas-y. Non, mais je te laisse répondre. Non, mais il y a plein de questions. Alors, je ne sais pas s'il faut les... Il y a deux mains levées, donc je te propose. Fais les deux mains levées, puis après, on fait les questions écrites. Exactement, les questions à l'écrit. Vas-y, Jean-Pierre. Oui, bonsoir Emmanuel. Bon, d'abord, merci d'être là. Et puis, je veux quand même dire aussi quelque chose. Merci d'avoir pris un peu tes dernières fonctions là, de président de DHLM, parce que je crois que ça n'a pas été dit ici, mais on est quand même dans un moment un peu difficile pour le parc social. Je veux dire, moi, j'ai toujours en tête la phrase de M. Macron qu'il avait quand même deux problèmes avec le logement social. Le capital ne circule pas suffisamment et qu'il y en a beaucoup trop, en faisant fi un peu de tous les débats sur quel doit être le rapport entre des organismes HLM et des territoires, et aussi comme étant des outils de politique locale de l'habitat. Donc, on est quand même dans un moment assez difficile et un jeu d'acteurs assez difficile. Et je pense que c'est important de se le dire parce que quelque part sur le logement social, il faut qu'on arrive à résister pendant un petit moment. Et je crois qu'aussi pour un projet pour 2021, les questions de logement ainsi que les questions de gouvernance et de décentralisation sont probablement des piliers importants d'un futur projet politique. Je partage. Et donc, bon, ça, il faut se le dire. Alors, c'est vrai que quand on parle à Paris, on a toujours envie d'élargir le scope parce que Paris, on est quand même devant des équations qui sont impossibles. On sait bien on fait énormément, mais je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une politique volontariste qui est mise en œuvre à Paris. On fait énormément, mais quelque part, il y a une espèce de brutalité des chiffres parce que les choses n'ont pas été prises pendant tellement de temps sur la bonne échelle. On a 250 000 logements sociaux à Paris et on a 250 000 demandes instantanées. C'est-à-dire qu'avec le taux de rotation du parc, où on attribue 6 000 logements par an, on sait qu'il faut faire feu de tout bois avec beaucoup d'autres solutions si on veut effectivement répondre d'une certaine façon à la demande aujourd'hui des citoyens, etc. Bon, donc ça, c'est un point tout à fait important. Et j'en viens en fait à un point qui me paraît important, c'est qu'il faut toujours... Là, on parle beaucoup de construction, c'est vrai, SRU, tout ça, autorisation, permis de construire, etc. Mais le point de départ de la soirée, c'était la mixité sociale. On a parlé de la mixité sociale. Et la mixité sociale, elle se joue d'abord essentiellement dans l'accès au parc existant, quel qu'il soit, le parc social comme le parc privé. Et j'insiste beaucoup en disant aussi comme le parc privé. Et c'est là où se joue cette question de la mixité sociale des territoires. Alors, moi, je fais partie des gens qui disent que le logement, sans faire le logement social, on ne fait pas de mixité sociale, mais ça ne suffit pas pour faire la mixité sociale. Je suis le premier à le dire. Emmanuel, tu l'as rappelé au début de ton intervention, tu as parfaitement raison. Bon, mais c'est un point tout à fait essentiel. Et quand on regarde ça, on peut se dire aussi que si on réfléchit, et là on est entre nous, je veux dire, bon, il faut se le dire, quand on voit comment fonctionne le système d'accès au logement, que ce soit le logement social ou le logement privé, on a probablement un gros travail à faire là-dessus. Moi, je suis par exemple assez embêté, y compris parce que en tant qu'expert, j'ai participé à l'élaboration de cette politique, mais on se retrouve aussi aujourd'hui avec une espèce de parc social très segmenté, auquel le citoyen ne comprend pas grand-chose. Quand on dit à une caissière de supermarché mère célibataire à 80%, enfin bon, du SMIC, madame, vous ne gagnez pas assez pour le plus, qui est le cœur du logement social, il faut que vous alliez dans un PLAI, et puis après on a les moyens riches qui vont dans le PLS, etc. Et tout ça, ça s'appelle du parc de logement social. On a du mal à y comprendre. Moi, je serais assez pour qu'on réfléchisse quand même à ce qui est par rapport à cette question d'accès au logement social pour que dans l'équilibre des aides à la pierre, c'est-à-dire au financement de départ,
et des aides à la personne, on rétablisse un peu une notion un peu d'universalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on appelle quelque chose un logement social, ce logement social, il pourrait être accessible, j'ai presque envie de dire, quelle que soit la faiblesse des revenus des ménages. Bon. Et que ça revient à quelque chose de plus simple. Il y a des villes qui ont essayé même d'innover là-dessus. Rennes a essayé de réfléchir sur cette question, hein, par exemple, et a mené des expérimentations, ce qui prouve bien que ce n'est pas sans solution. Bon, mais ça doit être réfléchi dans le cadre de propositions qui ne peuvent se faire qu'à l'échelle nationale. Alors ça me paraît un point important. L'autre point, c'est de se dire aussi qu'on ne pourra pas faire tout avec le logement social, c'est clair. Et que le logement social a même intérêt quelque part aujourd'hui à s'occuper plus du parc privé. C'est-à-dire que si on prend les... Moi, je suis absolument persuadé, y compris en voyant des systèmes dans d'autres pays aujourd'hui, qu'il faut qu'on arrive à donner une échelle complètement différente. Il y avait eu un rapport d'ailleurs de Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre il y a quelques années, hein, qui avait été commandé par Madame Pinel et je crois qu'il avait été remis à Madame Cosse. Moi, ouais. Il me semble, sur comment effectivement développer effectivement beaucoup plus fortement un segment social dans le parc privé avec un deal avec les propriétaires. En Ile-de-France, on voit bien que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Je veux dire, c'est pas la peine. Il y a une espèce de vérité des chiffres qui sont complètement infernaux. Alors, ce n'est pas que en développant un parc locatif intermédiaire pour les couches intermédiaires. L'idée des foncières est très intéressante, hein, ça, il faut le faire. Il faut faire feu de tout bois. Mais ça ne suffira pas. Et faut qu'il y ait une partie du parc social qui s'adresse aux mêmes demandeurs que les demandeurs de logements sociaux aujourd'hui. Et c'est celle-là du parc privé qui est en train de disparaître. Ouais, donc, alors j'essaie de te répondre là-dessus. En fait, on a une production, c'est ce qu'on appelle la location solidaire. Donc à Paris, c'est le dispositif. Alors à Paris, c'est loué solidaire et au niveau national, c'est loué abordable. Bon, on s'en fout. En gros, l'idée, c'est qu'on dit à un propriétaire, vous nous louez un logement à tel prix de location, c'est-à-dire un prix inférieur au marché. Et en échange, la ville y loge une famille suivie socialement et le propriétaire a un avantage fiscal. C'est un avantage fiscal qui l'aide. Ce n'est pas un avantage fiscal qui va faire la différence entre une location qui leur est faite, par exemple, avec Airbnb, hein. Donc, c'est quand même, si vous voulez, de la part d'un propriétaire, un engagement. Mais c'est un avantage, c'est qu'en fait, ces logements, de fait, sont gérés totalement. Les réhabilitations, quand il y a des changements de locataires, sont faites. Et donc, c'est du parc qui est entretenu par les associations qui louent. C'est ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Enfin, il y a plein de dispositifs. Moi, je suis d'accord avec toi. À Paris, il y a quand même plusieurs milliers de places qui sont utilisées aujourd'hui. Et typiquement, en fait, Airbnb en fait, a concurrencé, c'est-à-dire qu'on a perdu des logements qui ont été vers le Airbnb, parce que c'est beaucoup plus lucratif, qui étaient avant dans les dispositifs du louer solidaire. Mais c'est vrai que ça, c'est un moyen de ramener de la mixité assez vite, parce que ça permet me semble-t-il, d'utiliser du parc existant qui est là, à côté de chez vous. Ça peut être l'appartement en dessous de chez vous ou au-dessus. Donc voilà, ça permet vraiment de justement ramener de la mixité dans plein d'endroits. Ça, c'est la première chose. Le second truc, ce que tu disais sur le fait que les gens n'y comprennent plus rien, faut quand même penser qu'aujourd'hui, en effet, on a 2 100 000 actuellement. À la fin d'année, ça sera 2 200 000 demandeurs de logements sociaux. Donc des gens qui ont des différents types de revenus, ils ont droit à différents types de catégories de logements sociaux. Donc déjà, on a réussi à simplifier la demande, à faire que ça soit maintenant numérique, que ça soit sur un même fichier, mais ça reste compliqué. Être demandeur de logement social, vous devez faire votre demande chaque année, la renouveler, mettre les pièces à jour. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un parcours simple, y compris, ce n'est pas un parcours que certaines familles peuvent faire seules. Et quand même, je veux vous rappeler, parce que ça permet de resituer par rapport aux propos de Macron, j'ai été revoir les plafonds pour rentrer dans le logement social. Je pense que c'est bien juste que je vous les cite. Vous irez voir après, vous tapez plafond de ressources annuelles et vous allez voir. Pour rentrer dans le logement dit PLAI, donc c'est le logement le moins cher, c'est pour les gens qui ont le moins de revenus,
Le plafond de ressources pour une personne seule, c'est à Paris avoir un revenu annuel de 13 000 euros. Si on veut rentrer dans ce qu'on appelle le PLUS, donc c'est le logement qui est en fait la deuxième catégorie, un tout petit peu plus cher. Pour une personne seule, il faut gagner maximum 24 000 euros. Et pour 2 personnes, sans enfants, 35 000 euros. Si je vous dis ça, c'est que vous voyez bien qu'on ne parle pas de gens riches. C'est-à-dire que quand on vous parle de riches dans le logement social, en fait, c'est parfois des riches logés dans du parc qui est par ailleurs géré par des bailleurs sociaux, mais qui n'est pas du logement HLM. Je vous dis ça parce que c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, les gens qui sont locataires du logement HLM, en fait, ils ont des revenus faibles. La difficulté, c'est qu'en tant que bailleur social, on est mis en cause pour ne pas bien accueillir les personnes qui n'ont pas de revenus, et c'est vrai, mais en fait, les gens qui n'ont pas de ressources, il y en a beaucoup, hein. On pense qu'il y a 10% des personnes qui ne peuvent pas rentrer dans le logement social par des ressources trop faibles. Ça veut dire qu'en gros, elles n'ont même pas 300 € pour vivre. Donc, ces personnes-là relèvent plutôt des structures d'hébergement. Et c'est vrai que les bailleurs sociaux ont beaucoup de mal, enfin, ne peuvent pas les accueillir parce qu'en fait, ils ne savent pas comment accueillir des personnes qui n'ont pas la capacité de payer un loyer malgré l'APL. Et puis, à côté de ça, on a quand même un public HLM qui est de plus en plus pauvre. Et on a du mal à répondre aujourd'hui à ce qu'on appelle la classe moyenne. Mais là, moi, je dis plutôt la classe moyenne basse, c'est-à-dire des gens qui sont à des niveaux de salaire, vous voyez, des employés, donc, qui commencent à être dans des plafonds donc, du type PLUS, voire un peu plus élevés, et on n'a pas d'offres assez importantes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à répondre aux très pauvres, et on n'arrive pas à répondre à des gens qui sont en fait un peu au-dessus du SMIC. Mais on ne parle pas de gens riches, là, vous avez bien compris. Et en même temps, on a quand même, tu parlais de Paris, on a 250 000 demandeurs là, et en Île-de-France, on a 750 000 demandeurs. Donc, on voit bien en fait la difficulté totale, et je ne parle même pas de tous celles et ceux qui font plus de demandes en logement social, les étudiants, les personnes âgées. Moi, je pense qu'on a surtout des enjeux de transparence. C'est quelque chose que j'avais mis en place quand j'étais ministre et qui, je crois, a été supprimé. C'est que moi, j'avais fait un site internet de data publique pour qu'en fait, tous les citoyens aient accès aux données sur le logement sur leur ville. Et que par ailleurs, quand ils faisaient une demande de logement social, on leur donne un délai moyen de réponse. Qu'on assume que dans telle ville, ça va prendre 15 ans, dans telle autre, c'est dans 2 ans. Bon, voilà. Que les gens se rendent compte aussi qu'il y a des réponses parfois très longues, et puis certainement qu'il faudra qu'on simplifie demain le sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'une des difficultés sur l'histoire de la mixité sociale, c'est en même temps, j'en profite pour répondre à une question, parce qu'il y avait une question sur comment on fait la mixité sociale à l'échelle des quartiers, et je trouve que cette question est particulièrement intéressante, notamment à l'échelle parisienne. Vous vous souvenez quand même de tout le débat qu'il y a eu sur les expériences parisiennes qui avaient été conduites par Najat Vallaud-Belkacem, vous savez, sur la sectorisation de certains collèges, où on se rendait compte qu'à 2-3 rues, on a des changements mais énormes en fait de sociologie de la population, et qu'on voit une vraie ségrégation, une absence de mixité, notamment dans les écoles et dans le collège. Et donc, en effet, là, on n'est pas qu'à l'échelle on n'est pas juste que de savoir où sont les logements. C'est-à-dire que dans une ville assez peuplée comme Paris, on voit que se créent des îlots de zones très favorisées, des îlots de zones très défavorisées, parfois à 3 rues. Donc, en effet, la question, c'est comment on recrée de la mixité à ces échelles. Et là-dessus, moi, je pense quand même beaucoup que, d'une part, aller faire du logement social dans le diffus, c'est-à-dire essayer de capter 1 ou 2 logements dans des immeubles, comme en parlait là Jean-Pierre, ou par d'autres moyens, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi, en effet, ce qu'on peut faire sur les écoles, qui quand même jouent aussi. On voit que quand on prenait l'exemple du 8e arrondissement, où on va loger des familles, ces enfants vont aller à l'école publique du coin. Il y en a, hein, même dans le 8e, il y a plein d'écoles publiques, il n'y a pas que des écoles privées. Et ça ramène aussi, je pense, des équilibres qui ne sont pas inintéressants. Bon, il y a tellement de questions. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder. Non, moi, je pouvais répondre juste à quelques-unes, parce que quelqu'un parlait de l'accession à la propriété HLM, qui peut être un objet de mixité sociale. Donc, que vous ayez en tête que l'accession à la propriété
HLM, c'est-à-dire que c'est une accession qui est encadrée et qui est faite avec des plafonds de ressources pour les gens qui sont en HLM. Donc, on est vraiment sur des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ça marche très bien, mais en termes de volume, ça produit à l'échelle nationale 14 000 logements par an. Donc, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. On est sur une production d'à peu près 400 000 logements par an et je vous parle de 14 000 d'accession à la propriété. Alors, il y a différents types. Il y a notamment de la location-accession, ce qu'on appelle le PSLA. Il y a de l'accession encadrée et ce qu'on appelle maintenant l'OFS-BRS qui va être mis en place aussi à Paris. Si je vous dis ça, c'est que pour que ça soit, à mon avis, que ça a un impact réel, il faudrait au moins qu'on arrive à doubler. C'est-à-dire qu'on arrive à au moins faire 30 000 logements par an. Mais on en est loin. On en est loin et surtout parce qu'on a du mal en fait à monter les projets et à avoir des maires qui en fait soient d'accord. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Il y avait aussi une question, je vais répondre tout de suite, sur les problèmes de mixité à l'intérieur de bâtiments, où en fait, il y avait un exemple là où il était dit qu'il y a un bâtiment où il n'y a que du logement social pour des publics dits PLAI, donc les loyers les plus bas, donc des gens qui vraiment ont des ressources très faibles, et d'autres où c'est des gens qui ont des revenus beaucoup plus élevés. Dans les constructions qu'il y a aujourd'hui, en fait, on n'a jamais on n'a plus ces compositions bâtiment par bâtiment. C'est-à-dire qu'autrefois, c'est vrai, on avait des bâtiments, mais parfois c'était 200 logements. Vous avez 200 logements au même niveau de loyer qui était très bas. Et puis à côté, vous aviez le même bâtiment, mais les loyers étaient plus élevés. Et donc, vous aviez des vraies ségrégations. Aujourd'hui, quand même, un des enjeux, c'est de voir une mixité à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire qu'on met 3 PLAI, 3+, 3 PLS. Je donne un exemple pour un peu éviter en effet des problèmes de mixité, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a aussi des endroits où ça fonctionne plus ou moins bien, hein, je dois le dire, c'est assez important. Ce qui est surtout très compliqué, parce que la question a été posée, c'est qu'aujourd'hui, les logements neufs que nous avons ou réhabilités sont de très très bonne qualité, mais malgré tout, les loyers sont assez chers, je relativise. Les loyers sont assez élevés dans les plafonds du logement social. En gros, théoriquement, pour vous expliquer un truc, il y a des logements qu'on a construits dans les années 70 qui étaient extrêmement financés par les aides d'État. Et en gros, c'est des logements où vous avez des loyers parfois qui sont autour de 3 ou 4 euros du mètre carré. Alors que les logements aujourd'hui sont beaucoup moins aidés financièrement. Donc, on a quand même des loyers qui sont à 5, on va dire 5,50 € ou un peu plus. C'est une différence très importante. C'est-à-dire que même dans le logement HLM, on a du mal à avoir des loyers qu'on tire un peu vers le bas pour justement augmenter le nombre de personnes qu'on peut faire rentrer chez nous. Et ça, c'est vraiment un problème. Merci beaucoup pour ces précisions. Vu qu'il y a 2 camarades qui lèvent la main, je te propose, Emmanuel, de laisser la parole à Odile et peut-être à Nadine ou Alain. Je ne sais jamais lequel ou laquelle des deux veut parler. Peut-être les 2 questions d'affilée, vu que je vois que le temps file et que tu répondes aux 2 questions. Odile, je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Merci de tous ces éclaircissements. Vous avez déjà répondu à des choses, mais quand je reviens au début de votre exposé, quand vous dites « je suis écologiste » mais je confirme, enfin je déclare qu'il faut absolument construire, et après vous avez développé beaucoup, est-ce que parmi X solutions, la réhabilitation que certains écologistes, je crois, prônent, qui ne suffit pas, mais est valable pour vous, à Paris, et autour, enfin dans le Grand Paris. Et puis une autre question qui va toujours dans le même sens. J'ai vu l'autre jour, je pense que c'était une rediffusion, un documentaire sur la chaîne parlementaire qui faisait un constat terrible, très pessimiste, sur l'encadrement des loyers. On y voyait évidemment beaucoup de réponses de Cécile Duflot, qui, sans aucun jugement de ma part bien sûr, mais faisait le constat que cet encadrement des loyers n'a pas été toujours suivi d'effet. Enfin, je sais pas, je dirais justement ce que vous en pensez. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Elle faisait le constat, si j'ai bien compris, enfin le constat, elle émettait plutôt le souhait, finalement, que une des seules solutions, ce serait des sanctions. Enfin, quelque chose, alors je sais pas si c'est fiscal, voilà. Et dans le même documentaire, il était aussi était très développé cette histoire de loi Pinel et loi Robien avant, qui sont, est-ce que vous pouvez aussi nous expliciter un petit peu ça?
c'est évidemment pas du logement social, mais qui sont une vraie catastrophe si on suit vraiment ce documentaire, à savoir que ça a été, il y avait plusieurs cas, elle a été totalement dévoyée, détournée, et on voyait notamment, vous parliez de maires, des maires qui disaient, comme on dit aujourd'hui, face caméra, que bien entendu, pour arranger tout le monde, et notamment les bailleurs, des propriétaires qui n'accepteraient pas de ne pas avoir le beurre et l'argent du beurre, eh bien, ils se sont arrangés. Et en fait, ça ne donne rien de positif, enfin, ça ne résout rien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Merci. Peut-être Emmanuel, vas-y. On va prendre la question de Alain ou Nadine, comme ça, vu que le temps file, tu pourras répondre aux deux d'affilée si tu en es d'accord. Bonsoir, c'est Alain. C'est une question qui a un rapport avec l'actualité directe. Cette semaine, entre deux charges de police, un ministère que tu connais bien a sorti une réforme qui me semble tout à fait importante sur la fin du chauffage au gaz, notamment dans les immeubles et dans les HLM, en privilégiant, disent-ils, le chauffage électrique. Alors, il me semble que ce changement important, et ça a été fait tout à fait de façon subreptice, et ça peut amener les mêmes inconvénients pour ce gouvernement, mais c'est son problème, que ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur la réhabilitation, évidemment que c'est une bonne idée. Mais je ne supporte pas ceux qui disent, y compris des élus écolos que je connais, qu'il faut arrêter de construire, il faut réhabiliter. En fait, c'est complètement con parce qu'il faut faire les deux. Et ce n'est pas l'un contre l'autre. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des immeubles qu'on peut réhabiliter, ça coûte cher. Hein. Enfin, il y a évidemment un enjeu, vous comprenez, d'émissions carbone. C'est-à-dire que démolir puis reconstruire, c'est un coût d'émissions carbone. On va émettre beaucoup de carbone. Donc, du point de vue du carbone et des émissions de gaz à effet de serre, c'est assez terrible. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a des immeubles, il faut les démolir. On ne peut pas les réhabiliter. Et c'est, je le dis sincèrement, une erreur de penser le contraire. Par exemple, dans le 18e arrondissement, avec Daniel Vaillant, il y a quand même eu des quartiers qui ont été démolis. C'était en fait des anciens quartiers dits faubouriens, dans un état absolument déplorable, sans fondation, qui nourrissaient totalement les marchands de sommeil et l'habitat insalubre du 18e arrondissement. Et je vais vous dire, heureusement que ça soit avec Daniel, ou je pense à Roger Madec dans le 19e, heureusement qu'ils ont insisté, donc c'était il y a entre 20 et 15 ans, hein, ils ont insisté pour qu'on démolisse et qu'on reconstruise. Et heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'on aurait pu réhabiliter pour un prix certainement moins important, peut-être identique ou peut-être moins cher. Mais le problème, c'est qu'il y a des réhabilitations où en fait, les immeubles sont trop malades d'un point de vue du bâti. Il y a de la pathologie. Et je vais vous donner un exemple. Sur la rue d'Aubagne à Marseille, j'en parle parce que tout le monde connaît cette histoire, on parle d'immeubles qui ont été faits sans fondation. Ils ne se sont pas juste écroulés parce qu'ils ne sont pas entretenus. C'est des bâtiments qui étaient de mauvaise qualité dès leurs origines. Et on en a encore à Paris. Et dans ce cadre-là, il faut assumer de démolir parce que quand on construit pour au moins 100 ans, si ce n'est plus. Donc, il ne faut pas penser qu'on fait un truc et que c'est juste comme ça. Et puis il y a d'autres endroits où en effet on peut réhabiliter. Alors Paris est une ville extrêmement bâtie quand même. On a des choses très intéressantes, du patrimoine de qualité qui a été bien construit, qui est intéressant. On a aussi des endroits, vous voyez, y compris, il y a des endroits où on a encore de l'habitat du 19e avec des petites maisons, des petites impasses. Il faut que vous alliez voir la réalité de cet habitat parfois. Hein. Parfois, c'est de l'habitat extrêmement énergivore, voire insalubre avec des niveaux d'humidité très forts. Donc, je pense qu'il faut faire les bons choix. En tout cas, il ne faut pas opposer les deux. On a des opérations qui sont menées à Paris que je trouve très intéressantes, qui coûtent beaucoup d'argent mais qui sont utiles. Vous avez vu quand même qu'on a beaucoup moins de garages que par le passé. Vous avez dû voir qu'autour de vous, il y a moins de stations essence, il y a moins de garages, elles commencent à muter en fait dans nos quartiers. Bon, c'est beaucoup de ces bâtis très particuliers qui aujourd'hui sont rachetés, sur lesquels la ville met des obligations pour qu'il y ait de la construction de logements sociaux. Et on a comme ça construit de l'offre dans des bâtiments très intéressants. Je pense aussi à des anciens immeubles industriels. Donc, si je vous dis ça, c'est qu'il y a des endroits où la réhabilitation est vraiment super, très, très intéressante. Il y a d'autres endroits où ça ne vaut pas le coup. Donc, je pense qu'il est important, et alors je vous le dis parce qu'en plus, moi, j'ai dirigé ce parti écologiste et donc je suis un peu rodée.
faut pas de dogmatisme en fait sur ce sujet-là. Il faut une approche pragmatique. On a des besoins, on doit agir dans tous les sens et on doit faire feu de tout bois. Moi, c'est un peu ma position sur les enjeux de logement. Et donc, c'est pour ça que ceux qui pensent que simplement en misant sur la réhabilitation, on va répondre aux enjeux des Parisiens ou même des Franciliens, ben, ils se racontent en fait c'est un leurre, c'est pas vrai. Il faut trouver un équilibre important. Et je vous dis, même, il y a des endroits, moi je pense qu'il faut assumer des choix difficiles de démission parce que je pense que sinon, ce n'est pas des cadeaux, des beaux cadeaux qu'on fait aux générations futures. Et ça, je pense que c'est important. Sur l'encadrement de l'eau, en fait, le reportage dont tu parlais, mais c'est ça qui est dingue. En fait, il est passé il n'y a pas longtemps. Tout le monde m'en a parlé parce que j'étais interviewée dedans. En fait, il a 4 ans quand même. Et plein de gens ont cru que ça avait été fait il y a 2 jours. Enfin, vous voyez, c'est terrible. En fait, c'est terrible de se dire que des choses ont si peu avancé. Pour te répondre sur une question, parce que sur l'encadrement des loyers, j'ai déjà répondu. Il y a en effet le sujet des choix de l'État d'avoir ce qu'on appelle de l'investissement locatif, c'est-à-dire qu'un particulier qui achète un logement pour le louer, aujourd'hui, a un avantage fiscal assez important. En fait, on lui demande de mettre son épargne sur un programme immobilier. Alors, il faut quand même penser que ça produit 60 000 logements par an sur 400 000, donc ce n'est pas rien, ce n'est pas non plus démentiel, mais ça produit du logement avec une incitation fiscale très chère, qui coûte beaucoup d'argent à l'État, et avec des résultats notamment assez modérés, surtout en fait sur les générations précédentes de ce qui s'appelle le Pinel. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans notamment, il y avait des investissements locatifs qui n'étaient pas du tout pondérés, et en fait, tu pouvais acheter n'importe où un programme immobilier, et c'était en fait des logements qui derrière étaient vides, et en fait, ça n'a servi à pas grand-chose. Donc, moi, j'étais très opposée à tous ces trucs-là il y a 10 ans. Maintenant, je suis plutôt pour garder une partie de ce type d'investissement, mais en le réduisant à une portion assez drastique. Mais je ne trouve pas inintéressant qu'on ait un outil immobilier sur lequel on pourrait utiliser de l'épargne. Vous voyez, je trouve que ce n'est pas complètement idiot que des gens cherchent à épargner, à se construire un patrimoine. Mais certainement qu'il faudrait revoir l'ensemble du dispositif, et y compris la ristourne fiscale, parce qu'en fait, on considère beaucoup que c'est en fait une drogue pour les promoteurs immobiliers, parce qu'en fait, ça leur fait leur fonds de roulement de production par an. Pour répondre à Alain sur la réforme, alors, donc, ce qui a été annoncé, c'est les éléments de ce qu'on appelle la future réglementation environnementale, dite RE 2020. C'est en fait la réglementation qui remplace la réglementation qui s'appelle RT 2012, réglementation thermique 2012. Maintenant, c'est une réglementation environnementale dite 2020, mais en fait qui arrivera en 2021. Cette réglementation, elle concerne les bâtis à construire, donc le neuf. Elle ne concerne pas l'existant. Ce qui a été dit, ce choix qui a été adossé, qui est un peu troublant parce que les concertations n'ont pas en fait été achevées sur cette réglementation, donc le choix est un peu troublé. En fait, donc l'idée de cette réglementation, c'est d'avoir demain une production de logements qui soit respectueuse, qui baisse les émissions carbone, et qui soit donc du bâti qui ait peu d'émissions carbone et qui consomme peu, soit très sobre en consommation énergétique. Et donc, il y a des calculs qui sont proposés. Et la conclusion de cette calcul, c'est que pour la maison individuelle, en effet, il semblerait impossible de pouvoir chauffer au gaz parce qu'il y aurait des émissions de gaz à effet de serre trop importantes, puisque le gaz, vous le savez, est aujourd'hui une énergie fossile. Elle est, même s'il y a on parle d'un gaz vert, d'un gaz moins polluant, on reste quand même, c'est quand même portion congrue. Et pour le logement collectif, il y aurait cette interdiction en 2026. Sincèrement, je pense que cette interdiction telle qu'elle est calculée va peut-être bouger. Très clairement, je vous dis les choses telles que je les pense. Il y a eu un très fort lobby de l'électrique, et en particulier des grands groupes de lobbying financés par les producteurs d'énergie électrique, pour avoir une réglementation qui favorise les modes de chauffage électrique, ce qui pose des vraies questions, non pas de consommation aujourd'hui, parce qu'on a des trucs un peu meilleurs qu'avant, mais surtout de confort. Et vous savez, le problème dans le logement, c'est l'humidité. La pathologie du logement, elle vient par l'humidité. Donc, les questions d'énergie, c'est toujours une question importante, parce que si vous laissez de l'humidité dans votre logement, en fait, il pourrit.
Alors là, la pourriture, c'est quelque chose sur laquelle on ne sait pas lutter, hein. Donc, c'est évidemment une question très importante. Moi, ce que je trouve très choquant, si tu veux, dans cette histoire, c'est, oui, quelqu'un l'a dit, électricité, surtout nucléaire. Oui, ça, c'est tout le problème, mais j'en reviendrai pour un débat sur les énergies renouvelables, si vous voulez, bien évidemment. Mais c'est un sujet connexe, mais là, je ne vais pas en parler. Mais c'est surtout ce qui est très troublant, c'est que au nom des émissions de gaz à effet de serre, moi, je suis très troublée que l'État, en fait, fasse quasiment le choix d'une source d'énergie qui, en fait, il n'assume pas. Parce que le discours était pire que ça. Il disait, il n'y aura plus de gaz au nom d'émissions de gaz à effet de serre trop élevées, mais on ne veut quand même pas le retour au chauffage électrique. Donc, on espère que les gens vont investir dans des pompes à chaleur, etc., etc. Ça, c'est le discours du monde rêvé. Mais le problème, c'est qu'une personne, un couple qui veut construire sa maison et qui n'a pas d'énormes revenus, vous savez très bien comment ça se termine. Soit il prend l'énergie qui lui est proposée dans l'endroit où il aménage parce qu'il y a par exemple un réseau de chaleur et donc on lui propose un réseau de chaleur, soit il va prendre la solution la plus économe à l'investissement. Et si on lui dit c'est l'électrique, il prendra l'électrique, même si ça pose des questions sur la maintenance au long cours. Donc, je pense que la position actuelle du ministère, elle est un peu spéciale. Bon, après, il faut quand même que vous pensiez bien qu'on parle beaucoup des réglementations sur le neuf. Enfin, le neuf, c'est 1% du parc, hein. Donc, malgré tout, même si demain, on a un parc immobilier neuf qui est super, génial, zéro émission et tout ça, et tout formidable, notre sujet, c'est les 99% restants du parc immobilier qui, lui, a été construit ces 100 dernières années, voire plus. Donc, vous comprenez bien que l'enjeu, c'est pas tant même si c'est un débat, c'est pas tant le neuf que nos histoires, nos histoires de, comment dire, de rénovation. Je ne vous réponds pas plus sur la RE 2020 parce que je ne maîtrise pas totalement le sujet encore. Donc, c'est un peu trop technique, mais c'est un truc évidemment à suivre. Bon, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais il y en a trop, hein, je suis désolée. Il reste une main levée, c'est Noah. Il est 21h56, donc Noah, je te propose de faire le plus vite possible, afin qu'on puisse libérer Emmanuel. Merci. D'accord, pas de problème, merci beaucoup. Moi, je me posais juste la question des solutions que les pouvoirs publics pouvaient apporter au problème d'Airbnb, dont vous avez évoqué le sérieux. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Madame Hidalgo sur le référendum qu'elle avait évoqué durant la campagne? Est-ce que ça pourrait éventuellement faire bouger l'État sur cette question? Ouais, merci. Alors, il y a 3 questions en fait. Je vais répondre à ta deuxième sur ce que je pense du référendum. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas tant pour faire pression sur l'État, c'est que je pense intéressant qu'en tant qu'habitant de Paris, donc là je parle d'habitants, on puisse donner un point de vue sur notre vie dans cette ville. Pourquoi je dis ça? C'est que donc Paris, c'est quand même 2 millions d'habitants. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a 2 millions d'habitants, mais il y a 64 millions, 66 millions de Français qui ont un avis sur Paris, quand même, hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais avant que Anne regagne la mairie, tout le monde avait un avis sur si elle était la bonne candidate, la mauvaise candidate, une bonne maire, une mauvaise maire, y compris tous les journalistes de la place parisienne, mais en fait qui ne vivent pas à Paris, qui vivent dans des quartiers plus huppés, notamment les Hauts-de-Seine. Si je vous dis ça, c'est que je pense que ça peut être intéressant en termes d'un outil démocratique et de débat sur le logement. Enfin, vous voyez, moi, je suis habitante du 9e, donc en fait, je suis quand même dans une zone aussi qui est très impactée par le Airbnb, mais ce n'est pas comme les quartiers du centre. Mais je pense que ça serait intéressant dans nos arrondissements, on puisse parler de ça. Parce que, y compris un référendum comme ça, ce n'est pas tant pour dire oui ou non, mais c'est surtout pour expliquer ce que ça crée de désordre, ce que je disais tout à l'heure sur l'impact de la location touristique. Et ça permettrait peut-être aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut offrir comme hébergement touristique. Parce que, bon, là, on est dans une période où il n'y a pas de tourisme. Mais Paris demeurera, même si ça va prendre 3 ans de pause, Paris va redevenir une destination touristique. Et on manque quand même d'une offre en fait d'hébergement à Paris. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il faut que vous pensiez qu'avant le Covid, la région Île-de-France et Paris, en fait, manquent terriblement d'hôtels, notamment d'hôtels bon marché pour loger les touristes en fait, du monde entier. Donc, si je dis ça, c'est voilà, un débat qu'il ne faut pas qu'on occulte totalement. Ça, c'est le premier sujet. Est-ce que ça fera plier l'État?
Tu sais, l'état actuel, ils sont très potes avec Airbnb. Ça a été très compliqué d'obtenir la prolongation des dispositions législatives que j'avais mises en œuvre. Ils étaient à fond, ils étaient beaucoup sur l'économie 2.0, mais non, ça ne pose pas un problème. Et je vois même Julien de Normandie, qui était au début très opposé. Bon, il s'est rendu compte à un moment quand même du problème, qui n'est pas qu'un problème parisien, hein, je tiens à le redire, c'est un problème de toutes les zones d'attractivité du pays. Donc, je vous ai dit, il y a des métropoles, mais il y a aussi des zones touristiques. Donc, et vous voyez, par exemple, moi, je parle avec des copains là, qui sont sur Bayonne, qui y vivent. Essayer de trouver un logement pour vivre toute l'année à Bayonne ou à Biarritz, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Et c'est très lié aussi à Airbnb. Donc, il faut bien penser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs propositions. La première, ça serait, alors, tu peux avoir la position très dure, tu interdis. Ça, je pense que c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui proposent qu'on baisse le nombre de jours possibles de location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi propose que ça soit, enfin, dit que c'est 120 jours de location de votre bien. Certains disent bah, ça doit être 60 jours. 60 jours, ça fait en gros 2 mois. Donc, si on fait 60 jours, ça veut dire que le bien, le reste de l'année, il peut être loué tu vois, pour une famille ou peut être loué pour quelqu'un qui y habite. Donc, ça peut être une solution. Il y a un deuxième sujet, c'est l'histoire alors je ne sais plus comment ça s'appelle à Paris, mais à Paris, un propriétaire qui veut louer son bien sur Airbnb doit demander, je crois que c'est un visa, enfin un certificat, je ne sais pas ce qu'on appelle, où en fait il s'engage à un certain nombre de choses auprès de la ville, avec derrière des enquêteurs qui font un job derrière. Ça, c'est un truc généralisé, ça peut être intéressant. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les copropriétés se mettent à interdire? Parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais il y a le sujet du propriétaire en tant que propriétaire. Bon, alors évidemment, je le précise, mais alors les locataires du logement social qui décident de faire du Airbnb, on l'a vu à Paris, hein. Oui, oui, on l'a vu, y compris des gens qui étaient locataires dans le 5e arrondissement, enfin, y compris une locataire de la RJVP qui s'est fait exclure parce qu'elle avait un appartement trop grand pour elle, donc elle louait des chambres en Airbnb quand même. Non, mais je vous le dis, je pense là-dessus, il faut être très ferme. Quand on est locataire du logement social, qu'on bénéficie pendant des années d'un loyer modéré, on ne fait pas du Airbnb, quoi. On n'empoche pas on ne se fait pas des revenus sur le dos en fait de nos impôts, parce que c'est quand même ça le sujet. Mais après, la question qui pourrait se poser demain, c'est parce que les copropriétés aujourd'hui, si elles n'ont pas prévu dans leur règlement de copropriété de l'encadrement d'Airbnb, elles ne peuvent rien faire. Et donc, une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce que les règlements de copropriété sont modifiés pour en fait empêcher dans un immeuble, ça peut être un choix, tu vois, que des copropriétaires décident que chez eux, il n'y a pas de Airbnb. C'est une question qui se pose de plus en plus puisque beaucoup de syndics de copropriétaires notent qu'en fait, les immeubles en Airbnb amènent une augmentation très forte des coûts d'entretien, notamment sur le fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup d'enjeux sur les parties communes. Je vous dis ça parce qu'à Paris, il y a quand même de l'habitat privé de manière assez importante et c'est une question qui peut évidemment se poser. Donc, en tout cas, il y a un débat actuellement pour essayer de peut-être modifier les règlements de copropriété. Je n'ai pas suivi, mais je crois que dans l'ordonnance copropriété qui est sortie il y a quelques mois, il y a la possibilité maintenant d'encadrer cela. Voilà, il y a des choses à faire. Il y a aussi une dernière chose essentielle, c'est la question de l'impôt payé par ces plateformes. Et ça, on rentre à un autre… Enfin, moi, je pense qu'il y a deux sujets. D'une part, ces plateformes touristiques, pour la plupart, font partie des GAFA et ne payent pas d'impôts en France, donc on peut quand même se poser des questions. Deuxièmement, tous ces gens qui ont des Airbnb, beaucoup ne déclarent pas ces revenus de location à juste titre. Est-ce que c'est normal qu'on fasse de l'évasion fiscale pour arrondir ses fins de mois? Non, mais moi, je pose une question qui est une question du consentement à l'impôt, qui peut quand même se poser. Alors après, je ne sais pas exactement si on pourrait le faire, mais il y a toute une réglementation sur les résidences secondaires. Paris a une forte réglementation sur la question des résidences secondaires dans Paris, puisque c'est un sujet très important. C'était le premier phénomène d'évaporation des logements, c'est-à-dire tous ces gens qui avaient des pieds-à-terre et des résidences secondaires à Paris. Et en fait, c'est comme ça qu'Airbnb a commencé. Peut-être qu'il faudrait une taxation, enfin une législation locale un peu différente, modernisée.
Mais je dis ça, j'ai rien en tête de particulier. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces explications très claires, très politiques, alors que, a priori, le logement peut être un débat très technique. Mais non, justement, le débat, c'est Exactement. politique. C'est Mais l'enjeu, le sortir de la techno. Faut pas que les technos parlent. Il faut faire de la politique. Il faut penser aux gens, toujours penser aux gens qui sont dans le logement. C'est comme ça qu'on avancera. Nous sommes parfaitement d'accord. Donc, merci à toi pour cette discussion qui nous sera précieuse en amont des finales et de 2022. C'était un vrai plaisir de t'avoir ce soir. On a enregistré cet échange. Voilà. Oui, donc on pourra le retrouver sur le site de la Fédération de Paris. Donc, merci à toi, merci à toutes et à tous. Désolé pour toutes celles et tous ceux qui ont posé des questions par écrit et qui n'ont pas pu être abordées ce soir, mais ce n'est que partie remise. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.